le clairon. Et pour notre clairon, je suis très heureuse de recevoir Édouard Husson. Bonjour Édouard Husson. Bonjour, Clémence, comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis très heureuse de vous voir. Vous êtes, je le rappelle, directeur de publication du Courrier des stratèges, auteur des chroniques Les droits de Husson, professeur des universités, ancien directeur général de l'ESCP Europe. Je voulais revenir avec vous donc, sur toute cette actualité israélienne. D'abord, nous avons cette niveau d'alerte opérationnel qui a été monté dimanche dernier autour de la bande de Gaza. Ce sont les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui affirme que son pays est prêt à reprendre les combats à tout moment. Donc voilà, les choses s'accentuent, on va dire, de ce côté-là. Et puis, on a vu, nous, des affaires qui se sont plutôt entrecroisées. Rima Hassan, la députée LFI, eurodéputée LFI, qui comptait se rendre en Israël puis en Cisjordanie, qui a été bloquée, refusée à l'aéroport, bloquée par le ministère de l'Intérieur de l'État hébreu. Moshe Arbel, qui lui a refusé l'entrée. On va voir l'image rapidement, voilà. Bye bye Rima. Bye bye. Le commentaire n'est pas de nous, mais c'est Rima Hassan qui repart après avoir été refoulée. Puis Barbara Lefebvre, elle c'est une des chroniqueuses des grandes gueules sur RMC qui s'est exprimée sur I24 pour le coup le jeudi dernier à propos de la situation au Proche-Orient. Eh bien, je vous propose d'écouter ses propos et puis on réagit derrière. Kani Rose, la plupart des kidnappés ont été kidnappés par des civils et que Shiri, Kfir et Ariel ont été kidnappés par des civils. Oui. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là, ce temps est terminé, il faut récupérer tous les otages, et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Voilà, mais le propos qui a fait énormément polémique, il faut vider la bande de Gaza. Je précise que Barbara Lefebvre a été convoquée par la rédaction de RMC. Alors, je précise aussi, parce qu'il faut donner tout le contexte, qu'elle a réagi le jour de la restitution des corps des 4 otages israéliens, dont les membres de la famille Bibas, avec une mise en scène des cercueils qui a beaucoup indigné. Et puis le fait qu'après, on s'est rendu compte que c'était pas le corps de la mère, mais un autre corps. Enfin bon, là, il y a eu toute une histoire qui a pu enflammer également les réseaux. Édouard Husson, donc on voit en tout cas qu'on est sur un terrain de tension maximale, que ce soit par la petite parole, que ce soit par le déplacement des députés, ou que ce soit évidemment par cette alerte et Benjamin Netanyahou qui annonce qu'il est prêt à reprendre le combat. Comment vous analysez tout ça ? Oui, alors, tout d'abord, sur l'épisode qui concerne Rima Hassan, il me semble que si on donne le contexte, c'est une délégation du Parlement européen où il y a Madame Hassan, mais il y a aussi d'autres députés, d'autres groupes au Parlement européen qui venaient pour une visite en Israël, et en fait, pas en Israël, dans les territoires occupés, mais aussi pour rencontrer des diplomates de l'Union européenne qui sont en Israël, et que donc c'est toute la délégation qui a été refoulée. Donc là, je crois il y a une passion franco-française. Rima Hassan polarise, Oui. effectivement. Je suis d'ailleurs régulièrement choqué par les déclarations de haine à son égard. Moi, euh, à part le fait que nous partageons la même réprobation de ce qui se passe à Gaza, politiquement, je n'ai pas grand-chose de commun avec Madame Hassan, mais je suis régulièrement choqué par ces espèces d'éruptions de haine à son égard. Elle est fille de réfugiés palestiniens, elle a une bonne connaissance du dossier, et je vois pas au nom de quoi on se réjouirait de ce qu'elle n'ait pas pu, comme député européen, se rendre dans les territoires occupés ou accomplir un certain nombre de missions qui avaient été visiblement d'abord convenues par le gouvernement israélien, puis ensuite ça a été remis en cause, et au dernier moment, au moment de l'arrivée à l'aéroport.
je dis tout ça avec la prudence nécessaire, puisque moi, je me fonde sur les éléments que nous avons eus à partir des réseaux sociaux et d'autres sources d'informations sur Internet, mais il me semble que le tableau est assez cohérent. On n'est pas très surpris, c'est-à-dire que l'État d'Israël est régulièrement met en cause des autorisations, des visites, et d'ailleurs, ça nous fait la transition avec le deuxième sujet. Là encore, regardons les choses en face. Et je me place du point de vue de l'État d'Israël. Je comprends que de voir les mises en scène de la restitution des otages Oui. par des combattants du Hamas, premièrement, et deuxièmement, de voir que on a un soulagement des otages, y compris des manifestations de gratitude vis-à-vis de leur geôlier qui vont sans doute au-delà du syndrome de Stockholm. Je veux dire par là que ils ont été vraisemblablement bien traités, ils avaient de la valeur pour leur geôlier. Je ne justifie Alors, en aucun cas peut-être leur pas tous. enlèvement. Par certains geôliers ont peut-être bien traité certains otages. Mais c'est vrai qu'on a vu cette image d'un des otages qui embrasse sur le front deux de ses geôliers. Voilà, et donc on est dans des conditions, moi je me permets là aussi de contextualiser comme vous le conseillez au départ. Bien sûr. Premièrement, on ne peut en aucun cas approuver l'enlèvement d'otages. Ça, c'est la première chose. La Oui. deuxième chose, essayons de regarder les choses froidement. Il faut se rappeler que les otages, ils ont de la valeur pour ceux qui les prennent en otage, puisqu'ils doivent être une monnaie d'échange. Hmm. Donc on ne doit pas être surpris de ce qu'ils aient été éventuellement relativement bien traités. Troisièmement, rappelons-nous les circonstances pour la bande de Gaza, qui sont des circonstances de famine, de blocus. Et donc, si certains otages sont plus maigres que d'autres, etc., on comprend bien qu'ils n'étaient pas nourris de manière extraordinaire. Quatrièmement, les mises en scène que nous voyons sont effectivement une énorme défaite politique pour Benjamin Netanyahou, puisqu'il prétendait avoir éradiqué le Hamas. Et c'était au nom de ça, d'ailleurs, qu'il n'avait pas donné la priorité à la libération de ses otages, puisqu'il y avait plutôt la priorité à détruire le Hamas. Il nous ramène d'ailleurs à ces polémiques que je trouve extrêmement pénibles et indécentes, de savoir si tel ou tel otage qui est mort, en fait, c'est la faute du Hamas ou c'est la faute D'une bombe de israélienne. l'État d'Israël. Oui. On voit objectivement que si l'État d'Israël avait voulu faire une opération de libération des otages, eh bien, il fallait faire des opérations commando. Il fallait bien se garder de détruire le bâti de la bande de Gaza. Il y a d'autres priorités qui ont été choisies. Ensuite, c'est la guerre, c'est horrible, c'est humainement injustifiable. Et donc, essayons de ne pas insulter en plus la mémoire des morts. C'est comme ça que je vois les choses. Oui, non, mais c'est Euh, intéressant tout ce que vous nous dites et je reviens juste sur un sujet que finalement la mise en scène des dépouilles placées par le Hamas, des cercueils de la remise des otages par le Hamas aux Israéliens. Vous dites que ça finalement ça a déplu à Benjamin Netanyahou parce que c'était montré que le Hamas existait encore, c'est ça, que finalement il n'avait pas vaincu le oui, bien Hamas comme il sûr, le bien sous-entendait. sûr. Oui, c'est intéressant. Puisqu'il y a un discours politique israélien et celui du gouvernement israélien, qui est donc principalement de Benjamin Netanyahou comme Premier ministre, qui a misé toute la dernière partie de sa carrière politique sur l'idée il faisait la guerre à Gaza pour éradiquer le Hamas, effectivement, tout ça est contredit par les images. Puisque on voit des combattants du Hamas qui sont en mesure d'amener les otages et qui n'ont pas l'air du tout de pauvres airs ou d'estropiés voilà. Et donc on a Alors, il effectivement une reste, guerre des pardon, images. Edouard, ils sont juste dans Oui, la guerre des images et des informations. On a aussi ça a été terrible. D'ailleurs, on voit leurs images et leurs petites bouilles partout. Et en plus, en tant que mère de famille, évidemment, l'émotion est là de ces deux enfants, Ariel et Kfir, 4 ans et 9 mois, qui ont été, d'après l'armée israélienne, tués de sang-froid et à main nue par le Hamas. alors là encore, essayons vous faites votre travail de journaliste et vous montrez
tous les aspects de la question et essayons comme citoyens de décrire les choses avec un minimum de distance. Premièrement, les personnes dont nous parlons, leur mort avait été annoncée il y a plusieurs semaines, alors que la guerre avait encore cours par le Hamas, justement. Alors, le Hamas disant qu'ils étaient morts dans des bombardements israéliens, moi, je n'ai pas les moyens de vous dire si c'est vrai ou pas, Hmm. mais constatons qu'il y a deux versions qui se Oui, font face. Et là encore, ayons du respect pour les morts et pour les victimes innocentes d'une guerre qui est tout à fait atroce. Hein. ouais. C'est plutôt comme ça que je réagis. Je trouve indécent sur les réseaux sociaux le fait de monter en épingle ces enfants-là. Ce sont tous les enfants morts à Gaza qu'il faut regarder. Moi, je ne fais aucune différence entre un enfant juif israélien et un enfant palestinien. Ce sont des enfants, ce sont des innocents, et ils ont été pris dans une guerre absolument atroce, soutenue par les États occidentaux, à commencer par les États-Unis d'Amérique de Joe Biden. Ouais. Alors, et pour finir, Édouard Husson, sur ce Benjamin Netanyahou qui annonce de nouveau relever le niveau d'alerte opérationnel, comment vous réagissez? Ben, vous savez, Netanyahou a eu la main forcée par Donald Trump pour le cessez-le-feu. Donc, il va essayer régulièrement de mettre en cause le déroulé du cessez-le-feu. On l'a vu à la fin de la première phase, où il a essayé de dire il n'y aura pas de deuxième phase, et puis visiblement, il a eu à nouveau la main forcée par la Maison-Blanche. Et là, on comprend que les Israéliens n'ont pas tenu leur part de l'accord samedi dernier, qu'ils n'ont pas rendu les prisonniers palestiniens qu'ils devaient rendre. Bon, moi, j'anticipe plutôt que la Maison-Blanche forcera le Premier ministre israélien à respecter l'accord parce que Donald Trump ne veut pas que la guerre continue. Ensuite, pour autant, je n'approuve pas ce que demande Donald Trump, qui est que la population parte de Gaza, parce que ça voudrait dire que le nettoyage ethnique de Gaza a finalement réussi. Mais voilà, voilà où on en est. Et effectivement, Benjamin Netanyahu fait ce qu'il a fait toute sa carrière, c'est-à-dire que il considère que sa parole ne compte pas quand elle pourrait mettre en danger les intérêts qu'il juge vitaux d'Israël. Ouais. Merci beaucoup, Édouard Husson, pour ces explications. Vous avez bien raison de revenir, justement, d'apporter du contexte dans des affaires où, évidemment, l'émotion est très forte. Et il est important d'abord d'essayer de garder du recul et de prendre les informations avec toutes les informations et celles des deux côtés, comme on a toujours tenté de le faire d'ailleurs, sur tous les conflits. Merci beaucoup, Édouard Husson. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du Courrier des Stratèges.